Bonjour, ici Suzanne Ponce de l'émission Carrefour des créateurs sur Radio Mayuri Campus. Chaque semaine, la Fondation de l'Université de Guyane vous donne rendez-vous autour de diverses thématiques culturelles et socio-économiques auxquelles est confrontée la Guyane. Aujourd'hui, Madame Audrey Deby-Bacas est notre invitée. Docteur en littérature française et francophone, maîtresse de conférences à l'Université de Guyane et vice-présidente de l'action culturelle et vie du campus. Nous échangerons sur l'œuvre conceptuelle et littéraire d'Édouard Glissant au sujet des héritages de l'esclavage dans nos contrées. Bonjour Madame Deby-Bacas. Bonjour Madame Ponce, merci de me recevoir. Pendant près de 4 siècles, le commerce entre humains est une industrie florissante étendue à de nombreux pays européens. On pense à la Grande-Bretagne, bien sûr, la Hollande, l'Espagne, le Portugal, la France, mais aussi le Danemark. L'ouvrage collectif auquel vous avez participé, L'esclavage en mots et en mots MAUX et en images, se penche sur ces faits historiques. Qu'est-ce qui vous a motivé pour participer à cet événement, cet ouvrage? Alors c'est vrai que la première chose qui m'a intéressée, c'est le titre de l'ouvrage. L'esclavage en mots, étant spécialiste de la littérature francophone, il m'a semblé très intéressant de voir comment ces questions d'esclavage, de mémoire, de déportation prenait corps dans le roman. Donc moi je me suis basée sur le roman d'Édouard Glissant, La case du commandeur. Et c'est vrai que lorsque Madame Danglade, qui est directrice de l'ouvrage, de cet ouvrage collectif, m'a contactée, c'était avec un grand plaisir. Je suis revenue un petit peu sur les notions de traversée. On a travaillé avec des collègues qui viennent du Sénégal, donc c'était aussi le moment de faire des ponts entre le Sénégal et la Guyane et d'évoquer la traversée qu'il y a pu y avoir il y a quelques siècles et qui est encore retracée dans l'espace littéraire. Et comment cette traversée se met en place dans le roman d'Édouard Glissant. C'est vrai que jusqu'à maintenant, les écrits sur le moment de cette traversée ne sont pas très nombreux parce que c'est un moment traumatique, un moment de silence et un moment finalement, paradoxalement, qui est fondateur d'un peuple qui va naître dans ce vide géographique, celui de l'Atlantique finalement. Fatou Diom l'appelle le ventre de l'Atlantique. Et paradoxalement, donc, le peuple antillo-guyanais va naître dans cet espace géographique entre deux rives, et dans cet espace de vide, parce que les moments de souffrance ont été terribles à ce moment-là. De voir un petit peu cette population qui est déportée de l'Afrique vers la Guyane, vers les Antilles. Donc ce qui m'a surtout intéressée au niveau de ma contribution dans cet ouvrage collectif, c'était d'analyser justement toutes ces questions mémorielles au niveau géographique par rapport à cette déportation physique de population, mais comment elles étaient traitées au sein de l'espace narratif du roman d'Édouard Glissant, La case du commandeur. Je vois que vous avez le livre à votre droite. Est-ce que vous pouvez le montrer aux auditeurs? Avec plaisir. Je ne sais pas si vous Donc le voyez voilà. Ici, voilà. Et on voit que c'est un ouvrage collectif dirigé par Madame Danglade, professeure de l'université. Et nous avons Monsieur Diène et Monsieur Diour qui sont les deux collègues africains des universités africaines qui participent à cet ouvrage. Tout à fait. Donc merci. Vous parliez d'Édouard Glissant et de son œuvre particulièrement.
Donc c'est un poète, un romancier, un philosophe. Pendant longtemps, il a été professeur de littérature française aux États-Unis et à l'université de la ville de New York, et directeur de la revue du Courrier de l'UNESCO. Alors, quelle est la pensée d'Édouard Glissant sur ce thème-là? Alors, c'est comme vous l'avez dit, c'est un philosophe. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est souvent cité dans les travaux de recherche au niveau de ses théories littéraires. Donc il y a plusieurs théories, la théorie du tout-monde, la créolisation, la théorie de l'identité rhizome, et puis une autre théorie qui est celle de l'opacité. Et sa posture a été celle de dépasser le mouvement de la négritude qui s'était mis en place quelques années auparavant, en essayant de ne pas avoir un discours victimaire, comme il le dit, mais d'essayer de dépasser ces questions historiques pour voir un petit peu comment elles pouvaient prendre corps au sein de ces nouvelles théories qui dépassaient ce mouvement de la négritude. Il est souvent cité sur ses aspects théoriques, sur ses aspects philosophiques. Ce qui m'a intéressée, c'était de voir comment ces théories pouvaient réinvestir le texte, le roman, et on le voit très clairement. À la lecture de ce roman, la toute première fois, j'ai été un petit peu déconcertée parce que la lecture m'a semblé très difficile. J'étais lycéenne et j'ai trouvé le roman très difficile, très opaque, comme il le dit. Et je me suis dit, après avoir commencé mon parcours universitaire en littérature, et en littérature francophone en particulier, à un certain moment, j'ai eu envie de relire, et j'ai redécouvert ce texte sous d'autres aspects. Et en fait, on se rend compte que les théories d'opacité, et c'est peut-être pour ça que le roman était difficile à lire au départ, sont vraiment imprégnées dans le roman. Et j'ai beaucoup aimé les stratégies qui étaient mises en place pour justement parler de ce vide historique, de ce vide mémoriel dont on parlait tout à l'heure, sur ces questions de déportation géographique, et de voir comment, à travers une intrigue principale, il y avait toujours ces questions qui étaient en fond, finalement, ce que j'appelle un théâtre mémoriel, puisque derrière l'intrigue principale, il y a l'histoire avec un grand H qui essaye de ressurgir et qui essaie de se dire, puisque cette histoire a été occultée, a été raturée, a été refoulée. Je m'appuie sur les travaux de Jean Belménoël, par exemple, qui traite de l'inconscient du texte. Donc, de la même façon que l'histoire a été refoulée, finalement, dans l'inconscient du texte, elle arrive par bribes, par certains moments, elle arrive à remonter et elle arrive à se dire, finalement, entre les lignes, grâce à des stratégies particulières. Celle qui est utilisée chez Édouard Glissant, c'est une thématique qui revient très souvent, celle de la folie, qui est une thématique, donc, comme vous l'imaginez bien, très, très complexe. Et c'est à ce moment-là, et c'est grâce à ces crises de folie du personnage principal qu'on arrive aussi peut-être à dire l'histoire, à dire, à faire ressurgir des bribes, puisque nous ne sommes pas des historiens. Et donc la littérature, qui est un moyen d'expression très intéressant, mais très libre et finalement aussi très subjectif, va permettre de reconstituer une histoire à travers le prisme d'un auteur, à travers le prisme d'un personnage. Et c'est peut-être de cette façon-là qu'on va réussir à reconstituer les histoires de cette population qui s'est perdue entre les deux rives. Bien, bien, bien. Et donc, l'histoire même du livre, en quoi elle consiste, le roman? Le roman, donc c'est une dame qui s'appelle Marie Cela et qui, au fur et à mesure, perd la tête, devient folle, est moquée un petit peu par toute la population. Et cette folie va continuer, va se retrouver aussi chez sa descendance, chez ses enfants. Le roman commence en fait à rebours, et c'est peut-être ce qui m'a perdu aussi au début, ce qui a perdu pas mal de personnes, c'est que la première section du roman qui s'appelle Tête en feu commence à partir du premier ancêtre
de la famille Cela. Et puis on a une remontée à rebours de l'histoire de ces personnages. Ensuite, on a une section centrale qui s'appelle le mi-temps du temps, donc le milieu, le centre du temps. Et là, on a des récits d'esclaves qui, sans chronologie, sans véritable... C'est vrai que quand on lit un roman, on a souvent... on commence par le début, on finit, et on a des péripéties, on a des schémas actentiels qui sont bien précis. Et ici, ce schéma, il éclate parce que l'histoire, avec un grand H, n'arrive pas à se dire linéairement, finalement. Au centre de la partie, le mi-temps du temps, on éclate l'histoire. C'est le moment vraiment, le summum de la perte du personnage. Les ancêtres qui parlent de cette déportation, les esclaves, donc on a des récits de fuite d'esclaves également, des récits très très durs. Et puis, troisième partie, on revient au présent. On arrive du coup à mieux comprendre la folie de Marie Cela, qui n'est peut-être pas si folle finalement, parce que dans ces moments et dans ces espaces de crise, c'est le passé qui se dit. Et la population actuelle et la société actuelle, qui, elle, est encore sous le poids, finalement, du discours officiel, ne veut pas entendre ou n'est pas encore prêt à entendre, dans le roman, hein, je parle, n'est pas encore prêt à entendre, finalement, ces discours si douloureux. Et ils le disent, hein, les personnages le disent à plusieurs reprises, nous ne sommes pas prêts, nous ne voulons pas l'entendre, et on essaie de faire taire ce personnage qui est considéré comme folle. Bien. Et ce passé colonial, parfois, il faut le dépasser, il faut aller vers quelque chose d'autre, quelles que soient les puissances coloniales qui avaient imposé ça, et dépasser et inventer autre chose. Hein, c'est-à-dire, on est né du ventre de l'Atlantique, hein, cette société qui est née du ventre de l'Atlantique. Et est-ce qu'on peut penser ou affirmer que Édouard Glissant a apporté un nouveau regard et montré que de ce ventre de l'Atlantique, toutes ces différentes populations africaines qui ne parlaient pas la même langue, qui ne se connaissaient pas, de là, est-ce qu'il y a un nouveau regard, est-ce qu'il y a un concept, est-ce qu'il y a la créolisation, un métissage, mais c'est un métissage entre différents peuples, même un multilinguisme, une forme d'espéranto qui s'est fait lorsque tous ces peuples se sont rencontrés, alors qu'ils ne se connaissaient pas. Oui, il a réussi vraiment à dépasser cette condition historique. Donc vous l'avez dit, à travers la notion de créolisation. Donc la créolisation, il définit le concept dans les années 80, donc c'est quand même un concept qui est assez ancien, mais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas personnellement, je trouve que c'est encore une référence en termes de littérature postcoloniale. Il dépasse, alors c'est un mouvement qui a été critiqué au départ parce que la créolisation, ou en tout cas l'antillanité au début, avant la créolisation c'était l'antillanité, certains disaient qu'on ne faisait pas suffisamment appel à cet ancrage traditionnel et qu'on s'orientait vers une espèce de tout globalisant, une espèce de mondialisation littéraire qui finalement ne prenait pas en compte les spécificités et qui allait s'orienter vers quelque chose de trop général en perdant finalement l'essence même de l'identité. Alors, pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment les deux mouvements qui ne sont pas contradictoires, mais qui peuvent vraiment être complémentaires. Un premier mouvement, alors c'est ce qu'il appelle l'identité rhizome, cette racine qui est plantée dans le sol, qu'on ne voit pas, mais qui est nécessaire à toute forme de vie. Et donc cette identité rhizome qui représente vraiment le socle, les racines, l'histoire de l'esclavage, cette mémoire, cette souffrance, et qui pousse, qui germe un petit peu et qui se transforme vraiment, si vous avez les images, qui se transforment en une plante qui donne beaucoup de ramifications
et qui ne perd pas les racines et qui dépend vraiment, des racines initiales et qui va vraiment vers un tout monde qui n'est absolument pas globalisant, mais qui permet de prendre en compte le passé et les spécificités de chacun, mais de dépasser cette souffrance, notamment dans l'espace narratif, où on peut un petit peu commencer à reconstruire, où on peut commencer à reconsidérer, sans pour autant vouloir réécrire l'histoire, mais prendre en compte un certain nombre de voix qui jusqu'à maintenant avaient été oubliées. Et c'est pour ça que dans l'article, je parle d'émergence de l'invisible de la mémoire, puisque grâce à toutes les stratégies qu'il met en place dans son roman, l'histoire, la mémoire remonte à la surface. Ah, très intéressant. Eh ben, nous finissons cette émission. Est-ce que vous souhaitez conclure avec un message particulier? Juste inciter les étudiants, tout le monde à la lecture vraiment d'Édouard Glissant. On est sur le mois de la mémoire et vraiment prendre connaissance de cette œuvre qui est vraiment unique. C'est un temps éperdu qu'on essaie de retrouver, de construire et qui nous aide aussi au quotidien, qui nous aide à mieux se situer au niveau de l'identité, au niveau de l'avenir. Et voilà, si j'ai un message, ça serait vraiment de vous inciter à la lecture d'Édouard Glissant, des romans d'Édouard Glissant. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, cet ouvrage collectif, l'esclavage en mots, MOTS et mots MAUX, est le produit de la recherche scientifique de l'Université de Guyane en coopération avec les universités africaines, dont les discours sur l'esclavage qui nous ont été expliqués, mais aussi, à la fin, il y a une ouverture vers cette créolisation, c'est ce rhizome qui va permettre une nouvelle société, et comme cela a été mis en valeur par Édouard Glissant. Chers auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission Carrefour des créateurs avec notre invitée, Madame Audrey Déby-Bacas, maîtresse de conférence, vice-présidente de l'action culturelle et de la vie du campus à l'Université de Guyane. La recherche mène en application directe sur le positionnement et la mise en valeur du territoire, sa relation avec la société et source et création de richesses. Carrefour des créateurs, c'est sur Mayuri Campus, chaque samedi à 10h. À bientôt.